l'occasion du salon Livre à Vannes du 9 au 11 juin, Large ouvre son micro au monde littéraire pour son plus grand plaisir. Place aux histoires, aux anecdotes et aux belles rencontres. Et on a l'immense honneur d'accueillir Mathias Malzieu. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci à vous. Je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Alors, musicien, chanteur, scénariste, réalisateur, mais évidemment ici en tant qu'écrivain, à l'occasion, entre autres, de la sortie en poche donc du dernier roman Le Guerrier de Porcelaine. Tout à fait. Qui plus est avec un bonus, Ultramour, un western de conte de fées. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'histoire ? Oui, alors Le Guerrier de Porcelaine, c'est l'histoire de mon papa qui a dû traverser la ligne de démarcation pendant la Deuxième Guerre mondiale, caché dans une charrette à foin, après avoir perdu sa mère alors que son père était résistant. Et donc il doit traverser cette ligne de démarcation interdite sans laisser passer pour se jeter dans la gueule du loup en zone occupée à la frontière allemande, enfin qui est devenue allemande du coup. C'est l'Alsace-Lorraine, quoi. Mais en tout cas, pendant ce moment-là, c'est devenu complètement sous égide allemande. Et donc, c'est le récit de sa vie dans cette ferme où il ne sait pas quand est-ce que la guerre va se terminer, s'il va revoir son père ou pas. Il est dans le deuil de sa mère. Et il est gardé par un oncle Émile nietzschéen, un peu poète qui veut draguer la voisine. Et une grand-mère qui essaie d'arbitrer tout ça avec une tante ultra bigote, tendre aussi, mais qui voit la vie un peu différemment. Et du coup, on est à la fois dans l'intimité, dans la rêverie, parce que pour tenir, évidemment, quand on a un enfant... alors, dans le livre, il a 9 ans, en vrai, il avait 4, mais je lui ai fait avoir 9 ans pour qu'il puisse parler à la première personne, parce que j'ai fait une première version du livre à la troisième personne que je trouvais trop molle. Donc, j'ai changé son âge et je l'ai fait parler comme une adresse à sa mère disparue. Et là, j'ai trouvé le style et la dynamique et la musique du livre. Et ensuite, particulièrement pour cette version poche, je dis dans l'épilogue que j'ai rencontré mes donneuses de moelle osseuse et que j'étais sauvé par du sang allemand. Moi, le gros traumatisme de mon père, c'est les Allemands, enfin, c'est les nazis. Et il a perdu sa mère dans ce contexte-là, c'est un grand traumatisme. Il nous a éduqués, ma sœur et moi, dans un bel universalisme antiraciste. Mais lui, quand il parle des Allemands, il a du mal à faire preuve de discernement entre les nazis et les Allemands par moment, notamment quand il y a un match de foot. Et du coup, on s'est quand même aperçu que sa mère, qui est née avant la Première Guerre mondiale, elle est née allemande. Et moi, j'ai été sauvé par du sang allemand. Et ma mère était oranaise espagnole, et donc lui lorrain, et vous voyez que je suis à moitié roux, machin truc, et que évidemment j'ai tout pris de ce côté-là, et comme par hasard on a trouvé le sang de cordon qui m'a sauvé la vie là-bas. Et donc ce petit bonus, c'est mon voyage entre Paris et Düsseldorf en vélo électrique pour aller rencontrer cette deuxième mère biologique. Ouais, et qui est agrémenté d'un podcast magnifique. Exactement. De 24 épisodes. Tout à fait. Où du coup, voilà, on a le droit au compte. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le soir, j'écrivais et je me faisais des voice notes. Et on en a fait un podcast. On a fait une interview, bien sûr, un peu plus qui complète les choses, un peu à froid, au calme, une fois le vélo posé. Mais c'est vrai que c'était vraiment sur in situ. Des bruits de vélo, d'oiseaux, des rencontres, et puis la sensation le soir, vu que j'ai dormi que dans des lieux insolites. Je m'étais choisi pour assurer le continuum féerique entre ce que je faisais. J'ai dormi que dans des péniches, des cabanes, des choses comme ça. Et du coup, il y a le podcast. Et il y a aussi évidemment donc ce livre où j'ai écrit, pareil, j'ai réécrit avec un peu de recul ensuite, mais j'ai beaucoup écrit le soir même, quoi. Ouais, et ça donne un podcast magique, Merci. Super émouvant. Donc Merci 24 beaucoup. Petits, ce sont des épisodes courts, ouais. Quelques minutes, 3-5 minutes. Comme des chansons presque. Ouais, c'est ça, exactement, comme des chansons. Et c'est vraiment à écouter, quoi. C'est super chouette. Merci sur beaucoup. Toutes les plateformes disponibles. Tout à fait. Et votre style d'écriture est souvent qualifié de poétique, empreint de métaphore. Moi, j'avais une question. Quelle est la métaphore la plus insolite que vous avez utilisée dans l'un de vos romans et avec éventuellement quel sens profond pour vous? La plus insolite, ouais, choisir. Il y en a quand même. Hein. On a un paquet. Peut-être
Euh, Peut-être dans le début de la mécanique du cœur, quand je décris un peu le jour le plus froid du monde, et que c'est pas vraiment une métaphore, remarque, mais en tout cas, je la vois tellement. C'est que le givre fait des merveilles en pailletant le corps des chats. Et après, il y a quelque chose comme euh, les arbres bâillent à la lune. Je le connais plus par cœur, je l'ai écrit il y a quand même 15 ans. Bâillent à la lune. Mais Et c'est... s'étire comme s'il y avait une chemise de nuit blanche. Euh, c'est difficile de Bon. se rappeler comme ça. Mais en tout cas, c'est Mais ce morceau, ouais, ce passage-là je dirais qui que là, a en été fait, le plus... ouais, en tout cas, c'est plein de métaphores. C'est comme un poème, en fait. C'est une entrée un peu épique, comme ça, où tout gèle. Et il y a plein de métaphores, et notamment les oiseaux qui gèlent en plein ciel et qui tombent comme ça. Je dirais ça. Mais c'est Ok. vrai que j'ai Il y en pas a le- beaucoup. il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience personnelle qui aurait inspiré une scène en dehors du vampire en pyjama, en Oh, dehors... il y en a plein, parce que presque tout est autobiographique, au moins émotionnellement. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Une sirène à Paris, moi, je suis à un moment où j'ai été quitté par une fille à qui je suis resté 7 ans. Et je suis dans cette espèce de déni de me dire, bah, moi, je suis pas fait pour l'amour. Cette espèce de protection ridicule, d'ego écorché, en fait. Et puis tout d'un coup, je rencontre quelqu'un d'autre. Et en fait, les frontières tombent pas tout de suite, mais on finit par avoir le courage de recommencer. Et d'avoir l'humilité aussi de recommencer, de dire bah tu t'en es pris une dans la gueule, du coup de pas faire l'amalgame avec le reste de l'humanité des femmes et de la question amoureuse. Et c'est un moment crucial, le moment où on lâche prise à nouveau. Et c'est tout à fait le sujet d'Une sirène à Paris. Bien sûr, j'aurais pu raconter ça avec une demoiselle avec des jambes, mais j'ai voulu m'amuser avec les choses de la poésie et de l'imaginaire, et donc j'en ai fait une sirène encore plus dangereuse, parce que moi j'étais tombé amoureux fou d'une chanteuse, et du coup je me mets une sirène qui tue avec sa voix dans les bras. Donc ça c'est l'apanage du raconteur d'histoire, mais ça raconte complètement un truc émotionnellement entièrement traversé de manière extrêmement concrète. Moi j'imagine toujours que mes histoires c'est des arbres, c'est-à-dire qu'elles ont les racines bien dans le sol, dans le réel, et qu'elles ont les branches dans les nuages de l'imaginaire. Et que du coup, si on les regarde à l'inverse, on pourrait imaginer que les branches sont des racines qui prennent racine dans l'imaginaire, et qui ensuite, c'est les branches qui seraient des racines qui vont dans la terre. Mais de toute façon, c'est une forme de yin et le yang, en un équilibre fragile entre le réel et l'imaginaire. Et pour moi, que ce soit les histoires ou ma vie au jour le jour, qui sont finalement la même chose, le réel a besoin de l'imaginaire et l'imaginaire a besoin du réel. Ouais. Je ne crois pas à l'imaginaire coupé du réel comme une espèce de bulle abstraite qui vit par elle-même. Qui n'est pas ancré dans le réel. Mais par contre, le réel qui se contente de l'art imite la vie et qui ne va pas chercher un espèce d'ailleurs, me satisfait pas complètement non plus. Et donc, tous vos personnages sont un peu tous vous, dans tous les livres, Oui, effectivement. ou des alter ego, ou des versions améliorées de moi-même, ou des versions augmentées de mes défauts, ou des versions de gens que j'aime ou qui m'ont fait du mal d'ailleurs. C'est toujours lié. Même un chat, une famoiselle, des trucs qui peuvent paraître aussi éloignés, le matériau composite est toujours dans le réel, toujours. Et vous avez souvent abordé des thèmes comme la fragilité, la résilience, la quête de sens dans vos œuvres. Est-ce que vous avez eu un retour particulièrement touchant d'un de vos écrits qui a pu vraiment, au travers de vos lecteurs? Est-ce qu'il y en a un qui ressort? J'imagine, beaucoup, oui. Beaucoup, mais évidemment que maintenant qu'il fait tout le temps Nuit sur toi, où je traite du deuil, j'ai eu beaucoup de retours. Même le journal d'un vampire en pyjama, justement, où j'ai essayé de ne pas être dans le pathos, où je suis dans justement... comme m'avait dit le génial boss d'Albin Michel, je déteste les livres sur les maladies. Mais vous, c'est pas un livre sur une maladie, c'est un livre sur une renaissance. Alors ça me plaît. Et voilà, si c'est pour se plaindre, ça sert à rien. Et ce souffle-là, et des fois des gens malades ou des gens qui ont traversé des choses et qui voient quelqu'un qui s'en est sorti, en fait, ça fait du bien.
Donc moi, je sais que moi, par exemple, quand j'étais à l'hôpital, il y a un ado de 16 ans qui avait été greffé, qui avait la même maladie que moi, qui est venu me voir, qui venait voir les patients de temps en temps, dire ah ouais, mais ouais, là, moi, je vais faire mon footing, j'ai plus de médicaments et tout. Bah, des fois, c'est plus concret et ça fait plus travailler paradoxalement l'imaginaire qu'une augmentation de globules rouges sur un papier ou sur un mail. Donc il y a ça. Donc si je peux amener ça, évidemment, c'est fort. Et après, j'ai une anecdote amusante sur Maintenant qui fait tout le temps nu sur toi. Ce sont des gens qui ont un peu les larmes aux yeux, qui ont perdu quelqu'un ou qui sont en train de perdre quelqu'un. Et un jour, j'ai quelqu'un qui arrive et qui carrément se fond en larmes, me prend dans les bras et les larmes coulent dans mon cou et tout, mais un truc, il a des spasmes, etc. Il fait « Moi aussi, j'ai perdu mon chien !» Moi, c'est quand même ma mère. Et en même temps, sa tristesse était tellement réelle C'est ça. que... Alors bien sûr, j'avais les campus, c'était une signature après un concert. Donc j'avais les copains du groupe derrière qui avaient envie de rire. Donc évidemment, ça te donne envie de rire, mais en même temps, j'ai pas ri parce que sa tristesse était authentique. Complètement. Pour lui, son chien, il a lu maintenant et ma tristesse, mon deuil par rapport à ma mère, lui, son chien, c'était ça. Ouais, ça Et donc, je l'ai pris dans les bras. Mais c'est un souvenir assez improbable parce que j'étais traversé par la compassion mélangée avec une envie quand même de me marrer un peu. Mais je suis arrivé, mais je voulais surtout pas me moquer, mais c'était trop improbable pour ne pas avoir envie de rire. Et je sais pas si on peut en parler de là où est arrivée la vente aux enchères du vélo électrique. Ah oui, bien sûr. On a le droit d'en parler sans... Oui, c'est magique ça. Ça, j'ai trouvé ça énorme. Mais surtout que c'est vrai, quoi. Bah oui. Encore une fois, des fois, la réalité dépasse la science-fiction. C'est exactement ça. Dépasse la fiction, je dis dépasse la science-fiction, parce que quand on a changé de groupe sanguin, qu'on se retrouve à aller retrouver sa donneuse de moelle osseuse en vélo électrique, et qu'on me dit, le vélo, moi je voulais offrir le vélo à la famille. On m'a dit, non, on peut pas faire de cadeau avec une valeur marchande. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Family, et je l'ai gravée sur un vinyle à un exemplaire, et je leur ai offert. Donc ça n'avait pas de valeur marchande. Mais par contre, le vélo, je l'ai laissé, et je l'ai donné pour l'assaut de dons de moelle osseuse, de recherche, et je l'ai mis aux enchères. Et la personne qui a gagné les enchères, c'est le papa d'une demoiselle qui avait lu Journal d'un vampire en pyjama en terminale, qui était devenue infirmière, enfin qui a décidé de faire des études d'infirmière, et qui finalement a gagné son concours d'infirmière, est devenue infirmière, et pour la remercier de ça, son père est allé chercher le vélo à Düsseldorf, il lui a offert le vélo avec lequel j'ai traversé un bout d'Europe pour rencontrer ma donneuse de moelle osseuse, et ensuite elle est devenue infirmière dans l'hôpital à Saint-Louis, à Paris, où j'ai été sauvé, et elle y allait parfois avec mon vélo. Donc maintenant, elle travaille ailleurs. Mais elle a toujours ce vélo. Il n'y a encore pas plus loin que 15 jours. Elle m'a envoyé une photo, balade dominicale, avec mon vélo, et elle est infirmière maintenant. J'ai trouvé cette histoire vraiment magique. Ah oui. C'est super chouette. Ah oui, ça c'est des cadeaux parce qu'on devient spectateur, en fait. Donc pas au sens cynique ou prétentieux de la gargarisation, c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose qui, dans cette bouteille à la mer, parce que ça reste une bouteille à la mer, même si par la chance que j'ai comme aujourd'hui d'être à Vannes et de voir plein de lecteurs, il y a plein de bouteilles à la mer, mais chaque histoire, chaque livre, c'est une bouteille à la mer, et puis il y a des gens qui trouvent. Et là, quand les gens y trouvent et qu'après ils vous renvoient la bouteille, avec dedans, la bouteille, il n'y a pas un message, mais il y a toute une histoire, en fait, c'est à moi qu'on me raconte l'histoire. En fait, moi, j'y peux plus rien. Et donc, ça fait une espèce de larcène doux et émouvant de trucs qui circulent comme ça, de beauté qui circulent. Complètement. Ouais, ça, c'était chouette. Et en tant qu'auteur accompli, et avec votre vie bien remplie, vous avez vécu des très hauts, des bas très bas. Et en tant qu'écrivain, quel a été votre plus grand défi ? Mon plus grand défi, je pense que c'est le premier roman. Parce que j'ai écrit que des nouvelles et des chansons. Et c'est comme si j'étais un coureur de 100 mètres, de 400 mètres, et que tout d'un coup, je me lançais dans un marathon. Donc je suis parti avec la même foulée que sur le 100 mètres ou le 400 mètres. Évidemment, au bout de 2 km, j'étais cramé. Et en plus, c'était sur un sujet, décès de ma mère, un personnage imaginaire. Et en fait, j'ai écrit une première version, et j'ai gardé, donc il y avait 180 pages, j'ai gardé 10 pages. Vraiment. Mais par contre, les 10 pages, elles sont quasiment à la virgule près. Ce qu'il y avait, c'est le début du livre, de Maintenant qui fait tout le temps nu sur toi. Et après, il a fallu que je dose entre l'imaginaire, encore une fois,
ce qu'apportait l'imaginaire sans qu'il coupe le lecteur de l'émotion et ne pas tomber dans le pathos non plus. Et ce réglage a été mon plus grand défi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'a servi ensuite pour tous mes livres. À réajuster et à réadapter à chaque fois. Mais le fait d'être parvenu, en tout cas, il y en a qui pourront dire « Ah, ça aurait été mieux sans l'imaginaire » ou d'autres « Ah, on aurait aimé plus le géant ». Ça, c'est les goûts. Mais en tout cas, à ma propre échelle, d'être parvenu à terminer ce livre avec une forme d'équilibre entre le... Si vous avez vu le lapsus que j'ai fait, j'ai dit « équilibre ». Je n'ai pas fait exprès. Entre le réel et l'imaginaire, eh bien, en fait, ça a été une fondation de mes histoires à venir. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'affronter cette difficulté-là à ce moment-là. Ok, c'est très joli. Okay, merci. Et pour finir, quels sont vos projets futurs en tant qu'écrivain ? Est-ce qu'il y a des choses... oui, il y a un truc... J'imagine, il y a toujours quelque chose avec vous. Il doit y avoir 10 000 idées en même temps. Il y a un truc un peu foufou qui va s'appeler l'Extraordinarium. En fait, je me suis aperçu, notamment dans des salons comme à Vannes, qu'il y a des gens qui arrivent avec une pile de livres et qui me disent « Mais Jack, c'est le même que Giant Jack. Et du coup, Sylvia Snow dans La Sirène, c'est la même que dans Le Guerrier. Ouais, donc, mais qu'est-ce qui se passe avant et machin ?» Et en fait, j'ai commencé à prendre des notes et à voir que j'avais plein de liens latents entre mes livres. Alors, il y en a où il n'y en avait pas, il y en a où il y en avait. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre où il y a tous mes livres dedans, donc il y a tous mes textes dedans, rassemblés, et il y a 10 interhistoires comme des spin-offs dans une série. Ça commence avant La Mécanique du cœur, ça finit après Le Guerrier de porcelaine, donc ça fait 2 millions de signes. Ça fait normalement 2700 pages, parce que bon, mes livres sont pas très longs, ils font 200, 220, 250 pages, mais il y en a 10, et j'ai rajouté à peu près 400 pages de spin-off. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un arbre généalogique, plusieurs arbres généalogiques de plusieurs personnages, une carte de l'Europe, ça va de l'Islande à l'Andalousie, et une timeline qui commence avant la naissance de Jack, en 1860, et qui termine de nos jours. Et donc, j'ai écrit toutes les histoires des personnages spin-off, et ça fait une grande histoire qui est toute liée sur un siècle et demi. Et sous quelle forme ça va être ça ? En fait, c'est un livre de poche. Ah, okay. Parce qu'on en a parlé avec Albin, ils m'ont dit le livre va être trop cher. Un livre de 2700 pages. Bah voilà, il va être hyper cher, hyper gros, hyper lourd. Donc, on fait avec le livre de poche, avec du papier assez fin, quoi. Donc, il fera 1600 pages en poche. Ça va s'appeler l'Extraordinarium. Du coup, je me suis dit, je vais pas juste mettre des liens pour les chansons. Donc, comme c'est les 30 ans de Dionysos, j'ai dit au groupe Les Copains, c'est le moment de réarranger les chansons. Et on est parti en studio et on a enregistré des vieilles chansons et des nouvelles qui sont liées avec ces nouvelles histoires. On a fait venir des invités, plein d'invités géniaux. Par exemple, pour dévoiler une surprise... Arthur Teboul de Feu Chatterton est venu chanter il y a 2 jours. J'adore son recueil de poèmes, j'adore Feu Chatterton. Il y a plein d'invités comme ça. Et en fait, du coup, le livre et le disque se répondent. Ils ont le même titre et le même visuel. J'ai fait un concours de visuel qui a été gagné par un type extraordinaire qui nous a fait des personnages dans des bulles incroyables. Et du coup, la scénographie du concert Dionysos l'année prochaine, on va réutiliser ces bulles, on va mapper les personnages dedans. Et du coup, ce sera les chansons. Mais dans les chansons, j'ai mis des bouts des livres. Donc, il y a des moments scandés comme ça. Et j'ai créé un espèce de lien comme ça pour notre petit cabaret de l'année prochaine, quoi. Excellent. Et bien, vivement l'année prochaine. Voilà. Et le 14, là, je vois mon éditrice pour une idée de prochain roman, par contre. Mais je n'ai pas encore fini les corrections de l'Extraordinarium. Voilà. Bon, donc on n'a pas fini de pouvoir vous lire et vous écouter avec bonheur. Ça, c'était une grande nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, avec Mathias Mazet. Merci pour ce moment consacré à la radio. Merci à vous. Et je vous souhaite un excellent salon. Merci à vous de soutenir les livres et les écrivains. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Large au salon Livre à Vannes, édition 2023.